coup, voilà. La deuxième fois, le deuxième sujet, c'est que ça fait un moment, plus d'un an, que le groupe, voilà, qui est là, se réunit autour des concepts de green guidance et de vie professionnelle soutenable. Et du coup, la question de la neutralité, la question de l'éthique sont des sujets qui sont apparus très rapidement. Alors peut-être vraiment une introduction très brève pour dire quel point de repère un peu méthodologique on a par rapport à ça. Alors, du coup, il y a d'abord l'article de Peter Plant 2005, hein, qui dit avec le réchauffement global et les problématiques environnementales, la Green Guidance propose d'élargir la perspective du choix de carrière à l'impact environnemental d'un parcours professionnel individuel. Donc ces questions qui étaient finalement jamais vraiment posées jusqu'à présent, voilà, interrogent au fond la position du professionnel qui va accompagner. Un autre auteur important pour nous, qui est Jean Guichard, dit, lui, en 2018, quelle vie active pourrait contribuer à un développement humain durable et équitable. Et donc, lui, il rajoute un élément en disant le processus d'accompagnement et la manière dont les gens vont vivre leur vie active est susceptible de modifier, en fait, le processus d'évolution de la planète. Et d'une certaine façon, on a une responsabilité éthique par rapport à ça. Puis un auteur plus récent, Mark Youniadi, lui, il dit au fond, et on en a l'illustration avec l'élection de Trump et les travaux d'Elon Musk, c'est que au fond, on a clivé le monde entre un monde où il y a la liberté individuelle et un monde où il n'y a pas de liberté individuelle. Et ce que dit Youniadi très très justement, c'est le fait que au fond, la liberté individuelle et la possibilité que chaque individu puisse faire absolument ce qu'il veut pose le problème des torts qu'on va finalement provoquer chez l'autre. Et au fond, collectivement, la seule chose qui va encadrer les choses, c'est est-ce que juridiquement c'est acceptable, en gros, est-ce que c'est permis ou est-ce que c'est interdit. À partir de là, si c'est pas interdit, tout est possible, notamment impacter les générations futures, altérer la planète, etc. Et donc, du coup, on y a dit dans son dernier livre, il dit en fait, l'individu moderne est né avec une promesse de liberté, mais passé le temps de ses victoires, il est aujourd'hui lui-même asservi au sein d'une planète menacée. L'éthique de la défense des libertés et des droits individuels, jadis émancipatrice, mène aujourd'hui à une impasse et l'individu a de nouvelles servitudes. Et du coup, je voulais introduire ça parce que du coup, ça remettait en fait tout le travail qu'on a fait depuis une année en disant, bah, en fait, ces questions-là, ces questions de responsabilité, d'émancipation de l'individu, de liberté de choix, de non-prescription, etc., qui sont finalement classiques et banales dans nos métiers, peut-être qu'on peut les poser aujourd'hui différemment. Et je te laisse la parole parce que je sais que tu as plein de choses intéressantes à nous dire. Merci Dimitri, en tout cas, de partager ce moment avec nous. Merci André, puis merci à toi pour l'invitation et justement l'espace-temps que tu me proposes là pour pouvoir développer effectivement des propos qui avaient été un peu écourtés quand j'étais intervenu à Marseille et voilà, mais c'était un temps très enrichissant, mais avec cette petite frustration de pas avoir pu véritablement tout développer de ce que j'avais en tête dans justement mes réflexions autour de tout ça. J'ai un petit support hein, que je vais utiliser ponctuellement pour appuyer ce que je raconte. Voilà, normalement vous devriez la voir à l'écran. Et hop, si j'y arrive. Voilà. Alors, je vais commencer simplement par me présenter parce que bon, vous êtes quand même un certain nombre à déjà connaître l'animal, mais pour ceux qui pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, donc, je suis Dimitri Noël, je suis chargé de projet à Transition Pro Grand Est, alors sur un projet bien précis qui est le suivi de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle sur la région Grand Est. Alors, je vais pas m'étaler sur le sujet, mais simplement préciser que cette mission-là, elle consiste un petit peu à observer, à analyser comment le service de conseil en évolution professionnelle est déployé par les 5 opérateurs attitrés aujourd'hui, et à l'occasion de pouvoir aussi identifier des perspectives qui permettraient d'optimiser aussi le déploiement de ce service pour l'ensemble des opérateurs, hein, pas pour chaque opérateur en particulier, mais vraiment dans une approche globale. Et puis, à côté de ça, donc là, depuis la rentrée de septembre, je suis doctorant en sciences de l'éducation et de la formation à l'Université Toulouse-Jean Jaurès sous la direction de Sabrina Labbé,
et la co-direction de Nathalie Lavielle-Gutny, qui elle est à l'université de Lorraine. Je le précise pourquoi? Parce que vous allez le voir dans les propos que je vais avoir aujourd'hui. Une des caractéristiques qu'on attribue souvent aux sciences de l'éducation et de la formation, c'est que c'est un domaine qui est multidimensionnel, comme on dit, c'est qu'on va piocher dans des références dans différentes disciplines. Donc, dans ce que je vais développer là, je vais pouvoir m'appuyer sur des éléments issus de la philosophie, parce que c'est aussi un peu mon passif de formation, sur des éléments un peu de sociologie et parfois même sur des éléments liés au domaine psychosocial, aux dynamiques psychosociales. Voilà, donc je vais faire référence à différentes théories, différents auteurs pour appuyer ce que je vais déployer aujourd'hui. Donc, l'objectif de mon intervention, c'est de questionner ce qu'implique la prise en compte des enjeux de soutenabilité de l'environnement naturel et social pour la posture des professionnels de l'orientation, de l'accompagnement dans un sens très large, donc de mettre ça en question et notamment de voir si ce qu'on appellerait le paradigme actuel un peu dominant dans les pratiques d'accompagnement peut toujours tenir si on veut intégrer justement ces enjeux-là. Je fais écho à ce qu'André disait à l'instant sur l'idée de plutôt un paradigme qui veut que l'accompagnement se fasse selon un principe de neutralité, de non-jugement, de rentrer dans les visions et représentations du monde des individus qu'on accompagne. Est-ce qu'aujourd'hui on peut encore tenir ça si on veut y intégrer des éléments éthiques qui dépassent le cercle, le champ individuel, mais vont vers quelque chose qui est plus dans une approche plus globale, c'est-à-dire tenant compte de l'environnement naturel et social et des pressions ou des enjeux qui s'exercent sur cet environnement aujourd'hui. Pour introduire aussi ce que je tenais à préciser, c'est que on voit qu'il y a une tension aujourd'hui entre toute cette complexité de l'environnement, les incertitudes sur l'avenir, les mutations rapides, qui demandent des adaptations, de l'anticipation, de la planification, et notamment par rapport à ces enjeux de soutenabilité de l'environnement naturel et social. Alors je le précise, je vais avoir tendance à englober les enjeux à la fois écologie, euh, soutenabilité naturelle, mais aussi sociale, parce que dans mon approche, enfin dans mon point de vue, dans ma conception, on ne peut pas véritablement distinguer les deux. Les questions de justice sociale et d'écologie et de transition écologique sont liées. J'aurai l'occasion de le préciser un peu plus après. Mais voilà, j'englobe véritablement les deux, et ce que je vais essayer de développer et de questionner là s'applique aussi bien sur des questions de transition écologique que d'enjeux, d'ambition de justice sociale. Préciser aussi, pour qu'on soit bien au clair sur les termes, que quand je parle de soutenabilité de l'environnement, je reprends la définition qui est une vieille définition de la Commission Brundtland des Nations Unies, qui date de 1987. La soutenabilité, c'est quoi? C'est répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Je le pose selon cette définition-là. On pourrait y ajouter des précisions, l'affiner, mais je prends une définition assez basique. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, ben, on a, et depuis longtemps, on a quand même des théoriciens qui ont caractérisé un peu notre monde selon son caractère un peu imprévisible, qui génère des situations d'insécurité, de la vulnérabilité, parfois même du malaise, hein. Je fais référence à la société du malaise d'Ehrenberg. Et puis on pourrait parler de Bauman et de la vie liquide pour les questions d'imprévisibilité. On voit que ces éléments-là, ils ont été intégrés dans les réflexions actuelles. Alors, je prends l'exemple dans le champ managérial, on a importé l'acronyme VUCA, hein, donc l'idée que le monde qu'il y a une volatilité de l'incertitude, de la complexité et de l'ambiguïté. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que à l'origine, cet acronyme-là, qui est un acronyme américain, il est issu d'écoles militaires américaines qui se consacre à former des leaders militaires. Et donc, il y avait déjà cette idée de vouloir intégrer ces nouvelles conditions du monde
pour maintenir une pensée un peu stratégique, et ça s'est importé en entreprise, dans le management, et plus globalement sur les questions de la prise de décision. Pourquoi j'évoque tout ça? Parce que finalement, dans le champ de l'accompagnement et de l'orientation, on retrouve ces mêmes enjeux, hein. Je sais que André, dans d'autres webinaires, aborde régulièrement cette question de l'imprévisibilité, de l'incertitude, des risques. Donc finalement, quand on est dans le champ de l'accompagnement, de l'orientation, de l'évolution professionnelle, on attend en quelque sorte des individus qui sont confrontés en tout état de cause à des prises de décision plus fréquentes, à renégocier plus régulièrement leur situation professionnelle parce que il y a des mutations rapides, de l'imprévisibilité. Et donc on attend d'eux certaines dispositions qui sont des dispositions rationnelles dont tous les acteurs disposent pas nécessairement. Hein, on parlerait de la dictature du projet, de fonctionner en mode projet, d'anticiper, de calculer les trajectoires comme on calculerait les trajectoires d'une fusée. Euh, donc, en résumé, on est sur ce fonctionnement-là où on attend des décisions rationnelles. Vous allez voir pourquoi j'évoque tous ces éléments-là, parce que finalement, on oublierait presque qu'il y a quand même beaucoup de décisions qui se prennent depuis une perspective en première personne et qui ne se font pas toujours de manière calculée, anticipée, et à partir de données objectives ou de paroles d'experts. Et donc, je mets ça en perspective avec les enjeux de soutenabilité dont on va parler. Si on doit intégrer des questionnements éthiques, de prendre en compte des enjeux écologiques, de soutenabilité, de justice sociale, est-ce qu'on peut le faire simplement en s'appuyant sur des données objectives, des paroles d'expertise extérieures? Alors que finalement, beaucoup de personnes prennent des décisions d'un point de vue subjectif. Alors pour illustrer ça, hein, je reprends les propos de Lauriane Paul dans un ouvrage, d'ailleurs c'est André qui me l'a fait découvrir à l'origine, ces expériences qui nous transforment, qui a été effectivement, André me l'avait confié, une lecture qui a été assez bouleversante pour lui, bah, elle l'a été aussi pour moi. Et en fait, ce que dit Lauriane Paul, c'est que on est aujourd'hui dans un paradigme culturel dominant. Ça fait écho aux propos introductifs d'André, où beaucoup de nos prises de décision sont abordées comme des questions uniquement personnelles, à savoir des questions où l'enjeu principal est de savoir quel effet nous feront les résultats de nos actes et où la valeur subjective que nous attribuons à ces conséquences dépend de ce qui compte, de ce qui nous compte pour nous. Alors, c'est traduit comme ça dans le texte. Quoi que ce puisse être. Alors, c'est bien là le quoi que ce puisse être qui est quand même questionnant, puisqu'en gros, ce qui compte, c'est la valeur subjective qui est attribuée par chaque individu. Donc, indirectement, ce que Lauriane Paul souligne, c'est que le paradigme culturel dominant pour la plupart des individus, quand ils sont amenés à prendre des décisions, c'est de réfléchir à l'effet que ça leur fera à eux, et pas forcément à élargir leur réflexion sur ce que ça peut faire dans un sens plus large. En même temps, on le verra, c'est un point de départ qui est cohérent, hein. C'est normal, c'est ce que dit aussi Lauriane Paul, de se placer en perspective en première personne pour prendre des décisions. Mais justement, c'est un élément que je voulais souligner parce qu'on verra qu'on a probablement là aussi un élément à prendre en compte dans la réflexion sur comment on accompagne les individus, en y intégrant des enjeux qui peuvent être des enjeux éthiques, y compris quand c'est pas nécessairement leur grille de lecture, ou en tout cas leur modèle de prise de décision, si ils sont essentiellement centrés sur la valeur subjective qu'ils vont attribuer à leur choix. Voilà, donc je voulais poser ça un peu comme point de départ parce que ça éclaire beaucoup la manière dont je vais aborder le sujet ensuite. Cette idée de comment on s'y prend pour aller chercher les individus, notamment sur peut-être des modèles de prise de décision qui sont très centrés sur une éthique peut-être plus individuelle. Alors, je précise aussi, toujours en introduction, que l'objectif, c'est pas nécessairement aujourd'hui d'outiller les professionnels sur des plans totalement méthodologiques. C'est bien de mettre en question les postulats des pratiques et quels impacts ça peut avoir sur la pratique des professionnels.
d'inclure des préoccupations de cette nature dans les pratiques d'accompagnement, d'orientation, y compris pour des personnes qui n'expriment pas cette attente-là ou ce besoin-là. Euh, Pas là pour prêcher des convaincus. Je suis pas forcément dans une approche visant à dire comment on répond à des demandes explicites qui prennent en compte ces enjeux-là, mais plutôt comment on peut instiller des préoccupations de cette nature dans les pratiques. Alors, ce que je vais souligner aussi, c'est que finalement, les prises de position à propos des enjeux écologiques, de soutenabilité, de durabilité, sont soumis à des effets de polarisation. Alors, il y a deux extrêmes quand je parle de polarisation. Il va y avoir des prises de position qui sont plutôt des prises de position qui condamnent les comportements contraires à des objectifs de soutenabilité, hein, qui pourraient attaquer toute forme de consumérisme au sens sociologique du terme, toute forme de surexploitation des ressources naturelles. Soit on peut avoir de l'autre côté un autre extrême où on va avoir des personnes qui militent pour les changements vertueux, donc une approche plus positive, et qui vont plutôt s'appuyer sur des comportements, les modes de vie ou de consommation qui sont plus respectueux de l'environnement naturel et social à long terme, donc qui sembleraient en quelque sorte plus éco-responsables. Et ce phénomène de polarisation-là, bah, il crée une sorte de tension et une forme de combat. Donc l'écologie est devenue un combat. Alors ça peut être basique comme constat, et pourtant on pourrait s'en étonner à partir du moment où, en tant qu'être humain, on est tous inscrits dans la nature et que partant de là, on est tous concernés par ce sujet. Donc, comment je vais aller vers la question de l'éthique de l'accompagnement quand on veut intégrer des enjeux éthiques, donc des finalités éthiques dans son accompagnement? Bah, dans un premier temps, il me semble important de s'intéresser aux réactions que suscite l'évocation de ces sujets avec les publics pour mieux saisir le cœur de notre problématique et donc revenir à ces questions-là, en tant que professionnel, si on doit être guidé par des principes de neutralité, euh, c'est peut-être moins simple qu'il y paraît. Comment on peut aborder ces sujets-là sans les imposer, si on ne veut pas être forcément dans une forme de militance? Comment on prend en compte le rapport que les individus eux-mêmes peuvent entretenir avec ces sujets? Donc l'idée non plus, là, dans ce que je vais développer, ça va pas forcément être de traiter des méthodes de vulgarisation scientifique ou de formes d'appui informationnel sur le climat, l'empreinte carbone. On est plutôt, encore une fois, axé sur les questions de posture et d'éthique professionnelle, même si on sera amené à parler aussi de ces éléments-là. Donc ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de nous pencher d'abord sur ce que j'appelle l'appréhension des enjeux de soutenabilité. Alors j'expliquerai pourquoi j'utilise ce terme d'appréhension, parce qu'il me semble important pour traduire aussi ce que je vais développer. Ça synthétise un petit peu la manière dont je vais aborder cette question-là. Donc on va d'abord s'intéresser à qu'est-ce que nous apprennent finalement les différentes formes observées de réaction aux enjeux de soutenabilité, comment les publics réagissent à la manière dont on aborde ces sujets-là. Et notamment, ce qu'on va voir dans cette première partie, c'est que les différentes catégories de discours, les différentes formes de discours, ceux qui peuvent être plus sur des discours militants et peut-être d'autres qui sont sur des discours un peu plus négatifs, c'est-à-dire qui vont avoir tendance un peu à condamner ceux qui n'intègrent pas d'enjeux ou de responsabilité, d'éco-responsabilité. En fait, on va voir que on pourra observer que finalement, il y aura des effets sur le pouvoir d'agir des individus eux-mêmes. Et c'est un élément qui me semble important à poser dès le départ, parce qu'il va éclairer notre deuxième point, qui est de se dire bah, comment on peut intégrer des préoccupations à propos de la soutenabilité, sans justement reproduire des effets sur le pouvoir d'agir des personnes, tel qu'on peut l'observer lorsqu'on analyse les différentes manières d'aborder ces sujets. C'est un point qui est bien documenté, mais il n'est pas toujours très développé, hein, l'idée de s'intéresser aux effets que produisent les discours sur les individus. C'est bien documenté, mais on en entend finalement peu parler.
Ça nous semble essentiel. Donc, on va essayer de partir justement, comme je le disais, plutôt d'un point de vue subjectif, de mieux comprendre comment l'individu, quel effet ça peut avoir sur les individus, pour mieux comprendre comment on peut intégrer ces préoccupations, notamment auprès de publics qui ne les évoquent pas d'eux-mêmes, ne sont pas nécessairement en demande de réflexion autour d'enjeux de justice sociale ou d'écologie. Et ça nous semble incontournable parce que on va voir là dans la première partie que justement les différentes natures de discours autour des enjeux de soutenabilité ont des impacts psychologiques complexes sur les individus et que ça peut devenir clivant. Donc l'enjeu, c'est pas simplement donner de la place aux ressentis dans les accompagnements qu'on peut réaliser ou de les accueillir en tant que professionnels, mais véritablement de les prendre en compte dans nos réflexions sur les postures professionnelles et comment on peut euh, alimenter nos pratiques à partir de ces effets observés. Donc, je vais rentrer tout de suite là sur le premier point, la question de la préhension des enjeux de soutenabilité. Alors, comme je le disais, pourquoi j'utilise le terme d'appréhension? Parce que, alors, il me semble en quelque sorte moins connoté, mais quand je dis connoté, c'est pas de manière péjorative, euh, moins connoté que le fait d'utiliser le terme d'éco-anxiété. Parce que finalement, dans les différentes formes d'appréhension des enjeux de soutenabilité, on peut y intégrer l'éco-anxiété comme un élément, mais dans un champ d'effets qui sont beaucoup plus vastes que cela. Pourquoi je prends le terme appréhender? Parce que à l'origine, le terme renvoyait plutôt pour ceux qui parlent couramment le bas latin hein, ou voilà, qui ont pour langue maternelle le latin ancien. Ça renvoyait plutôt justement malgré tout à l'idée d'une crainte et une forme d'anxiété. Donc il y avait quand même cette idée qu'il y a une réaction émotionnelle quand on parle d'appréhender des enjeux de soutenabilité. Mais finalement, le terme a évolué et c'est là où il y a une ambiguïté dans le terme, mais qui va bien nous servir pour le propos qu'on va développer là maintenant. C'est qu'il a désigné, alors c'était plutôt à partir du XIIIe siècle, la faculté de comprendre. Donc ça renvoyait aussi à la notion d'intelligence. Donc on a un terme un peu ambigu qui à la fois décrit à la fois une crainte, donc un sentiment, mais aussi qui renvoie à la capacité de saisir par l'intelligence, euh, alors pas de manière toujours très très précise. Hein, donc euh, on peut utiliser le terme soit pour se dire ben, on saisit les choses avec l'esprit, mais aussi pour désigner une crainte un peu imprécise d'un risque, d'un danger. Et finalement, j'aime bien ce terme-là parce qu'il est aussi à l'origine du terme prévoir. Et donc, à la fois dans les enjeux de soutenabilité, on trouve les réactions qui sont liées à un sentiment de crainte, l'idée aussi qu'on doit les appréhender dans un sens intellectuel, et qu'il y a aussi quelque chose qui relève du pouvoir de prévoir et de la prévision. Donc, je vais plutôt explorer, voilà, c'est comment on appréhende globalement en fonction des différentes natures de discours, quelles appréhensions on peut avoir des enjeux de soutenabilité. Hein, pourquoi je n'utilise pas forcément l'éco-anxiété? Alors parce que l'éco-anxiété, alors ça, je fais référence à Isée Bernardo, qui est professeur de psychologie à l'université Paris-Cité et qui précisait qu'en gros, bah, quand on parle d'éco-anxiété, il y a trois affects, il y a la colère, la tristesse et l'impuissance. Et ce que je veux introduire en utilisant le terme d'appréhension des enjeux de soutenabilité, c'est que finalement, on n'est pas nécessairement, systématiquement, quand on les prend en compte, on n'est pas nécessairement dans un sentiment d'impuissance. Et les effets peuvent être divers et variés et ne génèrent pas que de la crainte et de la peur. Donc tout simplement, la question de la soutenabilité, on va voir que il y a une tension là aussi entre deux pôles. Le fait de saisir intellectuellement le rôle des activités humaines dans la dégradation du vivant, qu'il s'agisse de la biodiversité, du climat, etc. Et tous les leviers concrets qui permettent de changer le cours des événements, là où on est dans un champ plutôt intellectuel. Mais il y a aussi cette tension avec les craintes plus ou moins fortes, plus ou moins claires ou conscientes des risques annoncés, inhérents à ces évolutions des environnements naturels dont on dépend, mais qui peuvent aussi échapper à notre attention. Il y a bien une certaine variation de l'appréhension de ces enjeux.
Alors, je vais pas venir, ça je le mettrai après, mais donc, en fait, ce que je veux aborder par là, c'est que les craintes qui peuvent être ressenties face aux explications des menaces auxquelles l'humanité s'expose aujourd'hui peuvent être perçues comme un puissant déclencheur, voilà, et que ça participe à une forme de conscientisation du problème auquel on fait face. Ça remonte déjà à l'époque à ce que décrivait Hans Jonas dans son ouvrage Le Principe Responsabilité, et il nommait ça donc ce qu'il appelait l'heuristique pardon de la peur. C'est-à-dire que, en gros, ben, la peur peut être justement un puissant déclencheur pour pousser à l'action, générer une prise de conscience. Et ça l'amenait du coup à une citation précise qui était de dire, ben, en cas de doute, il faut envisager le pire. Donc, c'était une position qui a beaucoup alimenté les courants de discours autour de l'écologie, mais sur des courants qui étaient plutôt, on peut dire, catastrophistes. Ce qu'on appelle par exemple la collapsologie ou la théorie dite de l'effondrement. Et donc qui s'appuie beaucoup sur ces mécanismes de peur dans l'idée de générer de la prise de conscience et de déclencher un passage à l'action. L'inconvénient avec ça, c'est cette approche-là fait aussi l'objet de critiques. Pourquoi? Parce que si on veut mobiliser les individus sur les enjeux écologiques notamment ou sur de soutenabilité en général, la peur ne garantit pas forcément un passage à l'action. Et surtout, il y a certains auteurs qui ont souligné que l'heuristique de la peur, le fait de s'appuyer sur la peur comme un déclencheur de passage à l'action, finalement, ça pouvait devenir, c'est ce que Gérald Bronner dit par exemple, que c'est une idéologie de l'intimidation. Et le risque avec ça, c'est que ça peut ouvrir la porte à des extrêmes, considérant l'urgence de la situation comme un motif qui justifierait d'éviter soit toute prise de risque, voire même de restreindre les libertés individuelles au nom d'un principe plus grand. Donc il y a une critique qui est formulée sur ces mécanismes-là, et Bronner va même plus loin parce qu'en fait, il nous dit ça peut nous mener à une forme de détestation de l'humanité. Alors, je cite Bronner dans un article qui s'appelle Réenchanter le risque, où il dit que cette idéologie de l'intimidation manifeste une crainte et une détestation de l'action de l'humanité sur son environnement, en particulier lorsque cette action est technologique. Et il parle d'anthropophobie. Donc, en quelque sorte, à trop souligner les effets néfastes de l'activité humaine sur les écosystèmes et sur le monde, on en vient à une forme de culpabilisation extrême, et voire une forme de détestation de l'humanité, où finalement la nature doit être préservée de son ennemi qui serait l'homme lui-même. Et ça a donné lieu parfois à des ouvrages justement assez extrêmes, hein. Je prends l'exemple de l'ouvrage d'Yves Pacalet qui s'appelle L'humanité disparaîtra, bon débarras, et qui affirme que l'homme est le cancer de la Terre. Et donc, si vous voulez, un des risques d'être trop sur des discours de peur, et vous verrez pourquoi j'évoque ça après quand on reviendra à la question de l'accompagnement, c'est que si on approche les enjeux de soutenabilité dans les accompagnements avec ces mêmes logiques, on peut créer des mécanismes pernicieux qui vont à l'encontre de l'objectif qu'on veut atteindre. C'est-à-dire qu'on verra qu'à l'inverse, ça peut avoir tendance à freiner, euh, ça peut tétaniser, voire même ça peut amener à des extrêmes comme ceux que j'évoque là. Alors, il y a aussi d'autres auteurs qui soulignent un peu le problème de ces approches comme celle-là qui sont un peu catastrophistes, hein. Il y a Christian Lévesque pardon, dans l'ouvrage qui s'appelle Apocalypse Now, l'écologie sous la bannière de la dramatisation, qui se demande si l'écologie est-elle encore scientifique. Donc, il va dénoncer la dramatisation de la situation dans les médias. Et je le cite, la dramatisation est ainsi devenue une seconde nature quand on parle d'environnement et d'écologie. Il est même politiquement correct de noircir la situation, car cette attitude est fort appréciée sur le plan médiatique. Et ce que rappelle l'évêque à ce moment-là, c'est que la crédibilité de l'écologie réside dans sa capacité à apporter des résultats de recherche étayés,
contrôlée et utilisable par les gestionnaires, et de communiquer ces informations aux membres de la société. Mais lui critique, c'est sa position, mais souvent les écologues oublient ces règles fondamentales. Donc en gros, il y a une tâche assez délicate. Si on oublie, si on verse trop dans le catastrophisme, plutôt, on peut finalement, et si on va trop vers la dramatisation, on peut aller même jusqu'à entretenir une forme de défiance vis-à-vis du savoir scientifique. On parle de la faillibilité de la science, qui est un argument qui est souvent avancé par des climato-sceptiques, pour décrédibiliser l'écologie. Ce que évoquait déjà aussi Bronner quand il parle d'éditorialisation du monde, où en quelque sorte, on va essayer de capter le temps de cerveau disponible des individus, notamment avec des techniques de dramatisation et des discours assez extrêmes ou choquants d'une certaine manière. Euh, En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la peur qui est suscitée par les enjeux de soutenabilité, finalement, elle concerne des champs multiples. Et c'est là où je vais reprendre ce schéma qui est issu d'un article de Schmerber. Vous avez la référence en bas à droite. Finalement, les différents peurs sur lesquels, les différents objets sur lesquels, pardon, la peur peut surgir, ne touchent pas, on le verra, que des questions écologiques. Et c'est bien pour ça que je disais la question de la soutenabilité de l'environnement naturel est totalement connectée avec celle de la soutenabilité de l'environnement social. C'est que finalement, on va avoir des craintes qui sont liées aux situations individuelles, les risques liés à la nature humaine, aux questions existentielles, on a la peur de la solitude, de la mort, d'extinction de l'espèce humaine, crainte vis-à-vis de l'avenir, pour les enfants, pour les conditions de vie. Il y a un verbatim, je sais pas si on voit bien. Avenir incertain pour mes enfants. Est-ce juste de faire des enfants en ce moment? Ça touche le contexte social, la crainte ou les craintes de voir se former une population à deux vitesses, l'une éveillée, l'autre peu informée, inactive dans le déni. Et ça peut justement générer des risques de tension et d'injustice sociale. Des menaces systémiques, ensemble de phénomènes qui mettraient en danger les besoins primaires, l'alimentation, la santé, la sécurité. La sphère environnementale, bien sûr, les catastrophes naturelles, industrielles, dont nucléaires, la pollution des eaux, des sols, des déchets, l'impact sur le bien-être animal. La situation politique, montée des extrêmes, perte des libertés individuelles et de la gestion des migrations climatiques. La conjoncture économique, enfin, crainte d'un effondrement du système bancaire. Alors, voilà, c'est pas, quand on parle de crainte, c'est pas que, en tout cas, sur les enjeux de soutenabilité, on le voit, c'est pas que par rapport à des craintes de la sphère environnementale, mais sur des aspects économiques, sociaux, politiques, et même sur les situations individuelles. Ce qu'on pourrait presque d'ailleurs, comment dire, soustraire de ces éléments-là, d'une certaine manière, enfin, voir plutôt dans ces éléments-là, c'est de se dire, ça peut être aussi une grille de lecture pour se dire, quand on veut euh, faire un choix de carrière, par exemple, qui aurait des ambitions éthiques, c'est-à-dire, et notamment, encore une fois, dans l'idée d'avoir un impact direct sur la soutenabilité de l'environnement naturel et social, finalement, ça couvre, on pourrait imaginer que ça couvre l'ensemble de ces sphères. C'est-à-dire que je peux choisir, par exemple, une carrière qui va avoir une influence sur le contexte social dans l'environnement actuel et les menaces qui pèsent sur lui. Donc aller vers un métier du care, c'est déjà d'une certaine manière essayer d'avoir une ambition éthique de la relation à l'autre. Tout comme on pourrait imaginer que bah, voilà, si je veux avoir un enjeu, un impact sur la sphère environnementale, je peux aller choisir une carrière qui touche à ces éléments-là. Donc finalement, ça peut même devenir en quelque sorte une grille de lecture pour se dire bah, si j'épouse une carrière qui peut avoir un impact sur ces différents craintes, est-ce que je ne serais pas déjà finalement dans un choix de carrière qui est entre guillemets dans un impact éthique presque direct ou indirect, ça dépend à quel degré on intervient. Voilà, donc ça, c'était pour souligner l'idée que les craintes portent sur des objets multiples
et que si on y va en tant qu'accompagnant sur une heuristique de la peur pour générer de la prise de conscience, au final on peut éveiller toutes ces formes de crainte si elles n'existent pas déjà chez les individus, et on n'est pas sûr, en plus de ça, que ça va vraiment être un déclencheur de passage à l'action. Au contraire, ça peut, on va le voir, avoir des effets multiples sur les individus. Pourquoi? Parce que finalement, la peur, je l'ai déjà évoqué, elle peut autant sidérer comme elle peut pousser à l'action, elle peut produire, et généralement elle produit des mécanismes de défense psychologique qui peuvent aller jusqu'à de la déréalisation. Donc en gros, il s'agit alors, pour faire face à une réalité qui est trop angoissante, qui est source de désespoir, de tristesse, de culpabilité, l'idée de la déréalisation, c'est pas de nier l'existence du problème, mais c'est de le voir comme quelque chose qui est pas vraiment en train d'arriver. Si on y va trop fort avec une entrée très militante entre guillemets avec les individus, ça risque de provoquer des effets du même type sur les personnes qu'on accompagne. C'est alors la déréalisation, c'est une réaction qui est encore différente du déni, hein, puisque l'idée c'est le déni là, on n'a même pas conscience du problème. Euh, euh, non, enfin c'est l'inverse, la déréalisation. Je suis en train de dire une bêtise. Comme donc dans la déréalisation, on nie pas l'existence du problème, mais on le voit comme quelque chose qui est pas vraiment en train d'arriver. Le déni c'est différent puisqu'il a conscience que le problème existe, mais il enclenche un mécanisme de protection où on va, selon l'expression que vous devez connaître, regarder ailleurs pendant que la maison brûle. Euh, donc la peur, elle peut conduire à une paralysie, et l'auteur de ce schéma-là, je vais remettre la référence, donc Schmerber, j'espère bien le prononcer. Elle a fait une enquête justement auprès de participants, et donc selon son enquête, oui, la peur peut conduire à la paralysie. C'est pas la majorité des personnes qu'elle a enquêtées, hein, c'est 30% des participants pour qui le ressenti d'éco-anxiété fait vivre une forme de tétanie qui empêche d'agir. Ce qu'elle dit, c'est que dans ces cas-là, le doute devient prépondérant, la difficulté de faire des choix pour l'avenir, et la problématique des enfants et de l'avenir est une problématique qui devient récurrente. Les personnes ont du mal à prendre des décisions, et ça peut toucher la sphère professionnelle aussi. Et donc, du coup, on va se retrouver avec potentiellement des individus qui se retrouvent un peu figés, y compris dans leur position professionnelle. Alors, euh, notre même auteur constate malgré tout dans son enquête que, alors là c'est pour plus de 60% des participants, l'éco-anxiété met en mouvement, ça donne envie de réaliser des actions concrètes, que ce soit dans des sphères individuelles ou collectives, euh, souvent au sein du foyer, hein, avec du zéro déchet, des produits locaux, des déplacements plus responsables, des modalités de déplacement plus responsables. Mais il y a aussi des réactions qui sont, comment dire, qui mettent en mouvement, mais qui mettent en mouvement, encore une fois, plus dans l'idée de réussir à gérer, en quelque sorte, la tension psychologique que peut créer toutes ces craintes vis-à-vis de euh, enfin, toutes les craintes associées à l'éco-anxiété. Alors, ce qui est particulier, malgré tout, dans l'article de Schmerber, c'est qu'elle va nous dire que euh, elle va poser l'hypothèse que potentiellement, ça serait bien d'écouter les personnes qui ressentent de l'éco-anxiété, parce que peut-être qu'elles ont une sensibilité différente des changements, qu'elles voient des signaux faibles que les autres ne verraient pas, par exemple. Je suis pas non plus totalement convaincu par cette idée-là, parce que je pense qu'on reste encore malgré tout dans un risque de polarisation un peu des choses, en se disant il y a une partie de la population, et notamment les éco-anxieux, qui sont éco-anxieux. Pourquoi? Parce qu'ils ont une disposition particulière à détecter finalement des choses ou à être sensibles à des choses que les autres ne verraient pas. Euh, et tout mon propos, et vous allez voir pourquoi c'est important pour la suite dans les questions d'accompagnement, et bien d'essayer de nuancer ces aspects-là pour se dire attention à ces phénomènes de polarisation qui peuvent être la conséquence de discours catastrophistes ou tout simplement voilà de discours qui peuvent être qui peuvent être clivants. Euh, en réponse justement à ces éléments-là, et ça va clôturer presque quasiment la partie sur toute cette partie introductive sur l'effet des discours autour des enjeux de soutenabilité.
Il y a un article de Jean Le Goff qui est intéressant parce que, je vous le cite parce que je trouve que ça souligne bien les tensions qui existent entre différents discours et différentes positions autour de ces enjeux. Il nous dit, il semble en effet que le sentiment de culpabilité circule entre écologistes et non écologistes. Chaque groupe tente de l'alléger en le projetant sur l'autre. Donc, il nous dit que la projection, c'était un mécanisme de défense qui consiste à se débarrasser de désirs ou de sentiments gênants en les attribuant à un individu ou à un objet extérieur à soi. Et il s'inspire de Harold Searles, qui dit que ce mécanisme est à l'œuvre dans les discours moraux portés par les écologistes. En adoptant une posture de supériorité morale, les écologistes se protègent de leur sentiment de culpabilité en expulsant les désirs contraires à leur morale et en les localisant dans les non-écologistes. Une personne écologiste peut ainsi se représenter comme cohérente, animée de bonnes intentions et de sentiments moraux, tout en se construisant une image des personnes non écologistes comme insouciantes, animées par leurs désirs, ne recherchant que leur intérêt personnel. Et ce que, par contre, Rosemary Randall, en 2005, décrit, c'est qu'il y a la même projection qui se fait, mais dans l'autre sens. Les non écologistes projettent des éléments de leur conscience morale vers les écologistes, et donc, du coup, on se retrouve avec des non-écologistes qui allègent leur sentiment de culpabilité ou le fait de pas vouloir s'intégrer, enfin, d'intégrer des enjeux de ce type-là, et transforment une contrainte interne en une contrainte imposée de l'extérieur. En gros, ce qu'elle nous dit, c'est que les non-écologistes, au lieu de se dire je dois diminuer mon impact destructeur sur l'environnement, ils finissent par se dire les écologistes me demandent de diminuer mon impact destructeur sur l'environnement. Et une fois qu'ils ont externalisé ça, eh ben la contrainte ne peut être attaquée par non, au contraire. Et ils vont se mettre à caricaturer l'écologie comme puritaine, rabat-joie, culpabilisatrice, ou en gros ce qu'on appelle les climato-lésés, ceux qui se sentent lésés par une forme de répression et de pression à changer des habitudes qui seraient portées et qui feraient l'objet d'une militance de la part des écologistes. Donc voilà, je suis pas en train de défendre ou l'autre des positions, juste en train de dire, on a ce type d'effet psychologique qui rend complexe et qui montre bien que c'est pas si évident d'aborder la question de la soutenabilité et des enjeux écologiques en général, dans la société en général. Et ce qui s'applique là dans les phénomènes que je vous décris, on peut très bien les retrouver dans une situation de relation d'accompagnement. Donc c'est là où je voulais en venir pour dire, bah, on retient de tout ça que finalement il y a des effets un peu ambigus dans les différences de discours et d'approche sur ces enjeux. Et il y a bien, en quelque sorte, une influence qui n'est pas négligeable sur le pouvoir d'agir des individus. Le discours lui-même peut avoir une influence sur le pouvoir d'agir des individus qui peuvent se sentir plus ou moins en capacité d'agir, plus ou moins, au contraire, culpabilisés, tétanisés. Il y a un véritable impact de tout ça. Et en fait, ce que je trouvais intéressant aussi de vous montrer, c'est ces éléments-là. C'est issu d'une enquête qui a été menée par Parlons Climat. Alors, vous avez la référence ici en bas de l'écran. L'étude est téléchargeable gratuitement, hein. Ils ont fait une enquête qui est assez remarquable sur le climato-scepticisme. Et finalement, une des positions qu'ils défendent, c'est ce que vous avez ici à l'écran, c'est que finalement, les personnes qui vont verser dans le climato-scepticisme, euh, c'est plutôt le fait que ils se sentent attaqués dans leur mode de vie, voire même dans leur identité. C'est-à-dire que et c'est ce qu'on a là, quoi, en fait. Le changement climatique, dès le moment où il met en lumière le rôle néfaste de l'humain par ses activités et plus globalement par son mode de vie, ça génère un sentiment de culpabilité qui, à son tour, suscite une opposition plus ou moins forte à la lutte climatique. Donc, en quelque sorte, pourquoi j'évoque tout ça? Parce que, voilà, encore une fois, ça a un effet sur le pouvoir d'agir des individus. Si on éveille trop de sentiments de culpabilité, notamment avec des discours qui peuvent être catastrophistes ou trop dans l'heuristique de la peur, bah globalement, on peut se retrouver face à un effet un peu pernicieux
finalement, vont avoir tendance des individus qui vont avoir tendance à s'opposer de manière plus ou moins forte à la lutte climatique. Et finalement, ce qu'ils nous disent, les trois points que je trouve importants dans l'enquête qu'ils ont menée, c'est dans leurs conclusions, c'est directement tiré de leurs conclusions. La perception du changement climatique tient davantage à la vision du monde et à l'idéologie politique des individus. Le climato-scepticisme est une posture de défense face à une transition écologique qui menace les modes de vie, les valeurs, les croyances, l'identité, les croyances politiques aussi de certains individus. Et selon leur enquête, c'est pas nécessairement une méconnaissance du discours scientifique. En gros, c'est pas parce qu'ils doutent du discours scientifique qu'ils sont climato-sceptiques. C'est surtout parce que ça met en cause, finalement, c'est un mécanisme de défense, parce que ça génère un sentiment de culpabilité et ça peut donner le sentiment qu'ils ne pourront pas changer, ça les touche trop dans leur mode de vie, leurs valeurs, leurs croyances, leur identité. Donc je reviens à la citation de Lauriane Paul que j'évoquais au tout début, sur le fait qu'on est dans un paradigme culturel dominant où finalement les prises de décision se font essentiellement selon une perspective en première personne. Ben, on pourrait raccrocher ça au résultat de cette enquête. Pour dire, quand des personnes se retrouvent même dans une réaction de climato-scepticisme, c'est plus parce qu'ils se sentent menacés dans leur mode de vie, leurs valeurs, leurs croyances, leur identité. Et c'est parce que ils ont l'impression que leur mode de vie, leurs valeurs, leurs croyances, leur identité est menacée, ils peuvent développer des doutes sur le changement climatique. Et donc, ils peuvent finir par remettre en cause la parole scientifique en réaction à la menace qui pèse sur leur mode de vie, leurs valeurs, leurs croyances, leur identité. Et non pas l'inverse. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est ce qu'ils disent, et c'est une de leurs dernières conclusions dans leur rapport. Les climato-sceptiques sont très semblables à la population française dans son ensemble. Ils sont simplement le reflet grossissant du rapport complexe qu'entretiennent les Français, peu ou pas engagés, avec la lutte climatique. Voilà, donc ça me semblait important de le poser. Pourquoi? Parce que ça révèle bien que, comme c'est indiqué, qu'il y a un rapport complexe avec ces enjeux-là. Et ce que je trouve intéressant, c'est alors deux auteurs qui se rejoignent d'une certaine manière. Alors, il y a Jean Le Goff, dont j'ai déjà parlé, mais il y a aussi Jean-Pierre Dupuis qui tient des discours qui vont un peu dans le même sens. Euh, la citation que je vais vous donner là, c'est une citation de Dupuis dans son article Les paradoxes de la prophétie de malheur, critique de la collapsologie. Euh, il nous dit, prophétiser que la catastrophe est sur le point de se produire, c'est contribuer à la faire advenir. La passer sous silence ou en minimiser l'importance à la façon des optimistes béats conduit au même résultat. Ce qu'il faudrait, c'est combiner les deux démarches, annoncer un avenir nécessaire qui supposerait l'occurrence de la catastrophe. Donc on va pas nier que la catastrophe peut arriver, mais en même temps, en simultané, que elle peut ne pas arriver pour préserver de l'espoir. Et Jean Le Goff, finalement, dans le même article que j'ai déjà cité, il va aussi souligner un peu cette même position d'équilibriste en se disant, si on idéalise trop les solutions, on peut entretenir un clivage entre deux types de récits. D'un côté, si on s'appuie sur un récit qui est que positif, sur les solutions, et de l'autre, si on est sur un récit sur les problèmes, qui concentre tout le négatif, bah, en fait, dans les deux cas, on a un problème. Il faudrait trouver une position un peu d'équilibre, où finalement, il faut on peut pas séparer les risques, les pertes, les difficultés, les renoncements auxquels il faudrait faire face demain pour la soutenabilité de l'environnement, des solutions qui sont proposées. Or, souvent, dans des récits qui sont uniquement positifs, on met tout l'accent sur les solutions. Et du coup, ça a un effet un peu pernicieux là aussi, parce qu'on a l'impression qu'en fait, c'est ce que Jean Le Goff souligne, que finalement, ben, on a tendance à minimiser le problème. Donc finalement, il faudrait trouver une position d'équilibre pour être ni dans le catastrophisme, ni dans le positivisme le plus béat, le plus naïf. Et c'est important parce que aujourd'hui, si on est trop, c'est pour tout ce que j'ai évoqué, si on est trop dans des mécaniques de peur, on a vu les effets que ça peut produire.
Et si on est trop sur des discours positifs, bah, du coup, ça peut avoir tendance, selon les recherches de Jean Le Goff, au contraire, à idéaliser les solutions et à ne pas totalement, comment dire, montrer qu'on a quand même une certaine lucidité sur le problème tel qu'il existe aujourd'hui. Alors, voilà, pourquoi je posais tout ça? Ben parce que l'idée, c'est de dire, on ne peut pas aller s'interroger sur la manière d'aborder les enjeux de soutenabilité avec dans des accompagnements, sans finalement aller observer, aller étudier un petit peu ce qui se passe dans les réactions que provoquent les différentes natures de discours. Euh, donc finalement, si on veut travailler avec les individus, comme dirait Maëla Paul, dans un démarche un peu de co-construction, comment on fait avec les personnes, comment on fait avec leurs propres représentations, leurs ressentis, et notamment les réactions qu'ils peuvent avoir face aux enjeux de soutenabilité. Et donc là, on va aller plutôt justement sur la question de l'accompagnement et de l'éthique professionnelle en intégrant les éléments qu'on vient d'aborder à l'instant. Alors, je m'appuie ici sur un article de Martine Beauvais qui s'appelle Des principes éthiques pour une philosophie de l'accompagnement. Donc l'idée, c'est que euh, au départ, Martine Beauvais elle se dit, il y a une importance de questionner, un peu comme ce que je vous disais en introduction, les postulats des pratiques d'accompagnement actuelles, pour voir si au final ils sont toujours en quelque sorte tenables si on veut y intégrer des enjeux éthiques. Alors dans son article, Beauvais pose trois principes. Un des premiers principes qu'elle pose, c'est donc ce qui s'appelle le principe de responsabilité. Alors c'est quoi? En gros, pour Beauvais, les professionnels portent la responsabilité de mettre en œuvre des actes professionnels et des conditions qui permettent de susciter et favoriser chez l'autre plus d'autonomisation, plus de responsabilisation. En d'autres termes, elle parle d'une méta-responsabilité. Ce qu'elle dit, c'est, en gros, l'éthique professionnelle d'un professionnel de l'accompagnement, c'est qu'il est responsable de la responsabilité de l'autre. Il doit mettre tout en place pour que l'autre reste responsable de ses choix. C'est pas forcément quelque chose qui doit être paraître surprenant parce que finalement c'est à la base de beaucoup de paradigmes, y compris par exemple ce qu'on trouve dans le cahier des charges du Conseil en évolution professionnelle, de favoriser l'autonomie de l'autre, de l'autonomiser aussi. Par contre, ce que dit aussi Beauvais, et qui peut être un point d'appui pour se dire, bah, et si on voulait y intégrer des enjeux de soutenabilité, comme on fait, parce que dans ce cas-là, on laisse juste l'autre responsable de ses choix, et on est juste en tant que professionnel le garant que chaque personne se responsabilise, s'autonomise et fait ses choix par lui-même. Ben, en fait, elle signale quand même qu'il peut y avoir un devoir d'ingérence chez les professionnels. Donc le professionnel aurait le devoir d'intervenir et de s'interposer si jamais l'individu opère des choix suicidaires. Alors, est-ce que si on voyait, nous, en tant que professionnels, un individu faire un choix qui n'est pas nécessairement un choix suicidaire pour lui à titre individuel, mais qu'on pourrait considérer comme suicidaire pour l'humanité, ce qui remet en cause la possibilité de l'existence même des conditions de vie de l'humanité future, est-ce qu'on pourrait se dire, bah dans ce cas-là, oui, en tant que professionnel, on a une méta-responsabilité, pas seulement à un niveau individuel, dans une relation interpersonnelle avec les individus, mais à un niveau collectif, de se dire, bah, j'interviens en tant que professionnel pour dire, attention, votre choix, à un niveau collectif, il n'est pas tenable. Alors, si on écoutait Hans Jonas, il va dire, oui, alors, effectivement, hein, Hans Jonas, dans son principe responsabilité, nous dit, bah, l'humanité n'a pas droit au suicide. Elle peut pas faire des choix qui compromettent la possibilité même de l'homme de demain. Donc lui, il aurait tendance à dire, oui, oui, bah oui, allez-y, hein, il y a un devoir d'ingérence, il faut empêcher ça à tout prix. Mais ça pose plein de questions, parce que finalement, ça poserait la question, ben, est-ce que en tant que professionnel, on est outillé pour évaluer ces éléments-là? Est-ce que qui est juge réellement que les choix sont
suicidaire à un niveau collectif, en plus le terme est un peu fort, et puis du coup, bah, quelles conséquences ça aurait finalement en termes de posture professionnelle si on fait de l'ingérence de cette manière-là. En quelque sorte, on reviendrait à se dire, s'il y a un devoir d'ingérence qui est impliqué dans la relation d'accompagnement, est-ce que on n'est pas en train de juger et potentiellement de condamner des choix qui pourraient être suicidaires? Et du coup, est-ce qu'on reste dans un principe de neutralité et de responsabilisation, d'autonomisation d'autrui? C'est des questions, hein. J'ai pas forcément la réponse, mais en tout cas, je trouve que ça questionne un des principes fondamentaux euh, de, qu'on- qu'on- qui est plutôt admis, qui est convenu aujourd'hui dans les pratiques d'accompagnement. Alors, il y a deux autres principes qui ressortent dans le texte de Beauvais. Il y a le principe de retenue. Alors, ce principe-là, comme principe éthique, l'idée c'est quoi? Je cite Beauvais, la posture du professionnel veillerait à laisser davantage d'espace et de temps à soi et à l'autre pour penser, pour douter, pour essayer, et pour que peu à peu l'autre construise son chemin et invente son œuvre. Alors, on pourrait s'interroger sur la possibilité de conserver cette retenue dans les relations d'accompagnement qui prendraient en compte des questions de transition écologique, de soutenabilité, de justice sociale. Là aussi, parce que euh, finalement, il y aurait un regard un peu critique sur les implications des choix des personnes et sur le fait d'essayer. Est-ce qu'on a même encore le temps d'essayer si on est dans une forme d'urgence climatique? Encore une fois, je pose beaucoup de questions sur les principes sans forcément affirmer beaucoup de choses sur ce sujet-là. Ce qui est certain, par contre, c'est ce que Beauvais évoque, c'est qu'elle dit qu'il faut malgré tout conserver une juste distance dans les interactions entre accompagnant et accompagné, qui permet à ce dernier de faire ses expériences par lui-même. Donc tout professionnel qui souhaiterait intégrer des préoccupations éthiques et durables de soutenabilité dans sa posture se verrait confronté à la difficulté de mesurer où est cette juste distance, c'est-à-dire le fait de laisser suffisamment d'espace et de temps à l'autre pour penser, douter, essayer et construire son propre chemin selon ses propres règles, et justement le fait de d'avoir une réflexion, une forme de délibération un peu éthique sur les résultats de ce que produirait cet espace-temps individuel. Donc, si les enjeux collectifs auxquels on fait face aujourd'hui supposent, enfin, ou plutôt, est-ce que les enjeux collectifs, je le pose plutôt comme une question, est-ce que les enjeux collectifs auxquels on fait face aujourd'hui demandent finalement de dépasser des méthodes d'accompagnement qui s'appuient essentiellement sur un niveau intra-individuel? Est-ce que finalement on doit s'arrêter essentiellement ou se concentrer plutôt sur des réflexions sur l'identité, les valeurs, le sens individuel, vraiment pour l'individu de sa perspective en première personne, sans chercher à avoir une réflexion avec l'individu sur ces éléments-là, sur son identité, ses valeurs, le sens individuel. Si on veut s'ouvrir, et là je prends le terme de d'Edgar Morin, dans son livre La méthode, le tome 6 sur l'éthique justement, si on voulait ouvrir l'accompagnement à un niveau qui serait anthropoéthique, en gros, Edgar Morin, ce qu'il dit, il y a trois strates dans les questions éthiques. Il y a le niveau individuel, donc c'est normal qu'on ait une forme de, ce qu'il appelle une forme de, un devoir un peu égocentrique. Hein, c'est nécessaire de vivre aussi pour soi, avec soi comme centre et comme référence. Simplement pour vivre et survivre, hein. C'est normal de penser à ses besoins de manière un peu égocentrée. Il y a un deuxième niveau qui est le niveau de la société pour lui. Donc là, c'est avec les autres dans la société, dans le maintien de la société. Et puis il y a le niveau anthropoétique qui là porte sur l'espèce, sur la condition humaine. C'est-à-dire, bah, il peut y avoir une éthique et qui va jusqu'à ce stade-là. Et toute la difficulté, toute la complexité de l'éthique pour Edgar Morin, c'est justement il y a comment dire, il peut y avoir des contradictions, voire des oppositions entre ces différentes sphères, entre les choix que je peux faire en termes de partant d'une éthique individuelle ou d'une éthique plus sociétale ou d'une éthique plus anthropoéthique, donc au niveau de choix qui intègrent la condition humaine au sens large et l'espèce au sens large et qui a des tensions entre tout ça.
Donc, comment on peut s'y prendre? Parce que finalement, quand Beauvais pose notamment ces trois principes-là, elle le fait en partant du principe que le paradigme le plus approprié euh, aujourd'hui dans les pratiques d'accompagnement pour respecter, enfin, qui reste compatible avec l'idée la conception d'un sujet qui serait autonome, responsable et projectif, donc qui peut se projeter dans le temps, c'est le paradigme constructiviste et par extension socio-constructiviste. Elle le définit comme ça, le paradigme constructiviste. Elle dit ce n'est plus le milieu qui détermine l'individu, mais l'individu qui s'auto-organise, s'auto-produit, s'auto-finalise en actualisant son milieu et en élucidant son environnement. Donc, en gros, tout part de l'individu et, comme elle le dit, c'est plus le milieu qui détermine l'individu. Aujourd'hui, face aux enjeux qu'on rencontre et aux pressions, justement, et aux risques qui peuvent naître des changements, par exemple du changement climatique, est-ce qu'on peut encore dire que finalement c'est plus le milieu qui détermine l'individu, mais l'individu qui s'autofinalise et qui fait selon son bon vouloir. Donc vraiment, il y a peut-être une interrogation à avoir sur justement les postulats de l'accompagnement actuel, qui part beaucoup comme je disais, d'un point de départ intra-individuel, d'une exploration de soi. Et c'est pas toujours évident après de rouvrir la réflexion sur un champ éthique, donc qui prend en compte la condition humaine, l'environnement au sens large si finalement la base de l'accompagnement est très centrée sur l'individu, sa personnalité, ses valeurs. C'est cohérent par rapport au paradigme culturel dominant si on écoute L'Oréal Paul, et en même temps ça se confronte à des enjeux qui aujourd'hui nous dépassent. Le dernier principe qu'elle introduit, c'est le principe de doute. Alors celui-là, il me semble assez facilement pouvoir continuer à appuyer la prise en compte de questions de soutenabilité dans les pratiques de conseil, parce que ce qu'elle dit, c'est que ce principe, c'est pour le professionnel, créer autour de l'autre suffisamment de désordre pour qu'il hésite, qu'il abandonne ses assurances, ses certitudes, et accueille en lui le doute nécessaire et préalable à toute prise de décision concernant son propre destin. Donc là, on a un principe qui, à mon avis, peut rester en l'état, clairement, qui pose pas trop de questions, parce que si on n'impose pas des préoccupations de soutenabilité aux individus, et encore moins des normes éthiques, en gros, il revient aux professionnels le soin d'instiller ce juste degré de doute, de dissonance, pour qu'émergent des questionnements, une démarche un peu réflexive, malgré tout, et qui peut concerner euh, le niveau intra-individuel, euh, sur sa représentation, sa ou ses représentations du monde, ses valeurs, sa personnalité. Alors, c'est pas une tâche forcément évidente, mais finalement, c'est peut-être dans cette relation interindividuelle entre un accompagnant et un accompagné qu'on peut ouvrir à des intérêts collectifs et donc créer ce dialogue un peu délibératif entre accompagnant et accompagné. Mais se pose la question comment on le fait encore? Comment on peut accompagner cette mise en doute avec la juste distance, si je reprends l'idée de principe de retenue. Alors, moi, ça m'amène à proposer éventuellement un principe, alors nouveau parce qu'il n'est pas posé comme un principe éthique de l'accompagnement de manière explicite aujourd'hui, même si je vais développer un petit peu ce point-là. C'est pas forcément quelque chose de nouveau dans les pratiques parce que, à mon sens, il y a déjà des choses qui correspondent à ce principe, mais peut-être que c'est pas, comment dire, c'est pas le C'est pas le prince, c'est pas quelque chose, j'ai perdu mon fil de truc, de ce que je disais. Ouais, voilà. Le principe de prudence, euh, il est pas posé de manière explicite, mais il y a des chances que ce soit quelque chose qui soit mis en pratique, déjà de manière, enfin, qui existe déjà dans les pratiques, pour faire simple. L'idée, c'est quoi? Le principe de prudence consisterait pour les professionnels, donc, et ça fait écho à tout ce que je viens de développer avant, à être bien attentif à la portée, aux conséquences des actes professionnels qu'ils mettent en œuvre lors des accompagnements qu'ils réalisent. En gros,
c'est une notion de prudence, mais au sens d'Aristote. Hein, l'objectif, c'est de poser les conditions d'une délibération avec les individus, à la fois sur les tenants, les aboutissants des choix de carrière qu'ils opèrent. Et puis l'idée de prudence, elle est intéressante parce que c'est nécessairement une délibération qui est unique à chaque relation d'accompagnement, à chaque individu. Ça se renouvelle à chaque fois. Euh, Pourquoi parler de prudence? Parce qu'on le voit avec les enjeux de soutenabilité. L'objectif, c'est d'éviter des risques de culpabilisation des individus, de polarisation du dialogue, si on veut garder en tête que le professionnel n'est pas nécessairement là ni pour militer, ni pour condamner les choix des individus, plutôt les mettre en délibération. Alors, voilà, c'est à la fois un principe qui s'applique dans la pratique à viser des bénéficiaires, et à la fois un principe qui s'applique pour le professionnel envers lui-même, c'est-à-dire je suis attentif à la manière de d'aborder ces sujets éthiques pour ne pas provoquer des effets clivants, polarisants, de la peur, de la culpabilité qui peut mener à l'effet inverse de celui qu'on attend. Mais c'est aussi utiliser ce principe éthique de prudence comme un principe de d'être attentif à introduire de la délibération avec les individus, y compris sur des éléments qui peuvent être intra-individuels, ses représentations, ses valeurs, pourquoi pas, mais aussi tout simplement sur les choix de carrière qu'ils peuvent faire et ce qu'elles impliquent. Ça peut nécessiter aussi, à un moment donné, de développer des compétences chez les professionnels pour mieux mesurer les impacts directs ou indirects des différentes activités professionnelles, des métiers, pour pouvoir les mettre en débat aussi avec les individus, ou en tout cas aller explorer ces éléments-là. Hein. Ça peut peut-être supposer ces conditions-là. Donc voilà, tout simplement ce que je dis là, c'est que finalement, c'est pas des choses nécessairement absolument nouvelles. Hein. Créer un espace de délibération avec les individus, ça remonte à Alexandre Letellier et l'idée de délibérer pour agir. C'est pas forcément nouveau, mais pour autant, on voit pas forcément cet élément-là posé comme un principe éthique, d'éthique professionnelle, et en tout cas pas en ces termes-là. Et ce que je trouve intéressant, alors pourquoi je parlais de d'éthique au sens de d'Aristote, c'est voilà pour ceux qui parlent le grec depuis tout jeune. La prudence et la phronésis en grec pour Aristote. Et finalement, comment elle se définit? Bah, le prudent cherche et découvre les actions qui lui permettront non d'être riche ou puissant, mais de bien vivre au sens absolu du terme, de parvenir par lui-même à la réussite essentielle au lieu de l'attendre de la fortune, c'est-à-dire des circonstances extérieures toujours précaires. Elle pense chaque élément singulier en fonction de l'ensemble où il doit trouver sa juste place. Elle saisit le concret en fonction d'un projet global qui est la réussite humaine comme telle. Je trouve ces propos assez, voilà, ça colle bien avec l'idée qu'on peut élargir à une forme d'anthropo-éthique et pas simplement d'une éthique individuelle. Et puis, ce qui est déjà entendu derrière la prudence à l'époque d'Aristote, c'est que c'est variable selon les individus et selon les circonstances. Hein, l'éthique n'est pas la même chose que la morale. La morale donne des grandes règles de vie qu'on peut appliquer et qui peuvent nous conduire au bonheur. L'éthique, elle est plus circonstanciée et circonstancielle. Et pourquoi finalement Aristote fait émerger l'idée de prudence? C'est justement parce qu'il part du principe que l'avenir est caché à l'homme. En tout cas, il est incertain, qu'il existe du hasard, de l'imprévu, des contingences, et donc du coup formuler des recettes applicables pour conduire sa vie nous expose au fait de ne pas savoir comment réagir face à de l'imprévisible. Genre, d'où le fait que j'évoquais, il y a cet élément-là à prendre en compte aussi. Aujourd'hui, on ne sait pas toujours où on va, parce qu'on est dans un environnement qui est beaucoup moins lisible. Et d'où l'idée de sagesse un peu pratique qui est la prudence. Euh, et c'est comme ça que ce concept-là a émergé chez Aristote, un peu par opposition avec Platon, qui lui se disait, ben voilà, il y a grands idéaux et des grandes théories qu'on peut appliquer, et c'est plutôt les idées qui ruissellent sur l'univers réel, en quelque sorte.
Et là, on est dans un mécanisme inverse, parce que c'est le réel qui forge des règles de conduite, mais parfois au cas par cas, parce que tout n'est pas prévisible. Euh, voilà. Et l'idée, donc, derrière tout ça, c'est de dire, bah, si on veut être sur ce type d'approche, sur ce principe de prudence, on va se retrouver dans un accompagnement qui sera forcément plus processuel. Pourquoi? Parce que on va le voir. Si on veut aller mettre en délibération des représentations, des valeurs, des modes de vie, c'est compliqué parce qu'il peut y avoir des réactions de défense. Mais quand on va les mettre comme ça en délibération avec les individus, c'est des processus au long cours. Pourquoi? Parce que les individus trouvent forcément des avantages à conserver leurs habitudes de consommation, leur mode de vie, et même, voire même leur manière de faire des choix de carrière selon euh, une représentation du monde. Donc l'idée, c'est peut-être d'explorer des méthodes d'accompagnement qui permettent de favoriser le développement de motivations qui soient des motivations intrinsèques au changement, donc bien d'une perspective en première personne, comment les individus eux-mêmes vont mesurer les effets des choix qu'ils peuvent faire et comment ils peuvent trouver des motivations donc, intrinsèques à changer. D'autant plus qu'on est face à des personnes qui ne sont pas nécessairement de base en attente ou en demande de, d'intégrer ces éléments-là dans leur délibération, justement, dans leur choix de carrière. En fait, très simplement, euh, je me demandais dans quelle mesure on pourrait pas s'inspirer d'approches comme celle de l'entretien motivationnel, euh, qui avait été conceptualisée à l'époque par Miller et Rolnick. C'est une méthode dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Elle est appliquée aussi bien dans des champs thérapeutiques, par exemple en addictologie, mais aussi dans des champs socio-éducatifs. Et l'idée, c'est que l'approche repose bien, en effet, sur un processus interpersonnel qui pose bien la condition de respecter l'autonomie des individus. Et alors, un outil tout bête, entre guillemets, de l'entretien motivationnel, c'est les balances décisionnelles. Le principe de la balance décisionnelle, vous connaissez aussi probablement. Mais ce qui est intéressant avec cette idée de décisionnelle, c'est qu'il intègre autant l'idée qu'il existe des avantages et des inconvénients dans le mode de vie le mode de vie actuel. Mais il y a aussi potentiellement des avantages et des inconvénients à changer. Et donc l'idée c'est de prendre en compte aussi bien les raisons qui font que les gens ne changent pas, celles qui peuvent les amener à changer, et de voir aussi de peser le pour et le contre de la situation à venir. Ce qui peut avoir cette dimension un peu respectueuse, on n'est pas dans la culpabilisation en disant il y a tels inconvénients dans la situation que vous avez aujourd'hui, il faut absolument en changer, il n'y a rien de bon dans ce que vous faites aujourd'hui, il faut absolument tout changer. Ce qui peut générer de la défense. Euh, donc par contre, ce qui est certain, c'est que si on analyse les inconvénients de la situation initiale, c'est important parce que ça peut favoriser la prise d'une décision de changer. À l'inverse, en analysant les avantages de la situation future, on peut favoriser le passage à l'acte réel. C'est comme ça que fonctionnait aussi l'approche de l'entretien motivationnel. Et je pense à ce que j'entendais encore récemment de la part de Kevin Jean, qui est un chercheur notamment autour de ces questions-là, hein, et, euh, et qui soulignait par exemple que si on va chercher des bénéfices d'un changement par exemple, de mode d'alimentation, de consommer moins de viande, si on prend les avantages de consommer moins de viande pour la planète, potentiellement, c'est moins efficace pour les individus que de leur dire, si vous consommez moins de viande, on a des effets à très court terme qui font que vous serez en meilleure santé. Voilà, c'est une manière d'illustrer que finalement, si on prend la perspective en première personne, on est sur une forme d'éthique individuelle. Le levier, c'est de dire aux individus, si vous consommez moins de viande, vous trouverez des bénéfices euh, pour votre santé à très court terme. Alors qu'à l'inverse, si on met l'accent sur ce sera bon pour la planète, c'est plus compliqué parce qu'en plus de ça, les effets à long terme sont à beaucoup plus long terme. Euh,
Donc voilà, c'est trouver des avantages qui donnent envie de changer, et notamment sur une perspective en première personne. Euh, et ce qui est intéressant dans l'approche de l'entretien motivationnel aussi, c'est que on intègre dans l'entretien motivationnel l'idée qu'il y a de la rechute possible. Là aussi, l'approche est progressive et que ça fait même partie du processus. Donc, si un jour je craque parce que finalement je mange un steak, voilà, il faut intégrer le fait que bah, ça peut arriver et que ça peut faire partie du processus, en quelque sorte. Alors, tout ça pour dire que si on veut travailler, il n'y a pas que l'idée que tout ce qui peut être au niveau des visions du monde, comme je l'ai évoqué, des représentations individuelles, des valeurs, il faut voir que c'est pas non plus quelque chose qui est uniquement, on peut pas condamner à un niveau uniquement individuel non plus. Je vais prendre un exemple précis. Si on veut chercher à délibérer sur des changements comme ça de représentation des individus, il faut voir qu'il y a des influences qui sont des influences sociales. Et je vais prendre un exemple précis que j'ai trouvé récemment et que je trouve très parlant, c'est celui de la motonormativité. En gros, l'idée c'est quoi? C'est que c'est un chercheur donc, qui s'appelle Ian Walker, qui montre que finalement tout est fait globalement pour qu'on maintienne l'idée que la voiture, et en particulier, enfin peu importe qu'elle soit d'ailleurs, c'est pas forcément précisé, enfin que la voiture en tout cas est normal. De se déplacer en voiture, c'est finalement la voie la plus, le moyen plus acceptable, le plus tolérable, le plus adapté la situation, dans le contexte qui est le nôtre. Tout est fait pour ça, pour banaliser, en quelque sorte, l'usage de la voiture. Et donc pour ça, ils ont fait une enquête que je trouve intéressante, qui montre que les individus sont plus tolérants avec l'usage de véhicules motorisés et en particulier moteurs thermiques, et et que les risques ou les effets qu'ils impliquent, euh, finalement, bah, en gros, ce qu'il nous dit, c'est on va pas tolérer la fumée de cigarette dans les espaces publics, mais on accepte plus facilement les gaz d'échappement des véhicules dans l'espace public. Et c'est ce que le graphique montre, hein. C'est en gros, si on interroge les personnes sur est-ce que vous pensez que est-ce que vous pensez que les individus ne devraient pas fumer dans les les zones de forte densité de population? En gros, là, ils vont être plus de 70% à dire ah oui, oui, c'est pas bien. Il faut pas que les gens fument dans des espaces très peuplés. Par contre, si on leur demande, bah, est-ce que vous estimez que c'est pas une bonne chose si on a des individus qui jouent de la musique à volume très élevé dans des zones très populaires, là aussi, et là on est presque aux 80%. Donc 80% des individus se disent, ah oui, non, c'est vraiment intolérable. Euh, Par contre, quand on interroge les gens, et y compris des personnes qui ne conduisent pas, quand on leur dit, est-ce que vous estimez que les gens ne devraient pas conduire dans des zones où il y a beaucoup de population et que donc du coup cette population-là, les passants vont respirer des gaz toxiques et les émanations des véhicules. Alors là, ils sont plus que même ils sont environ 10%. Donc en gros, ce qui démontre, c'est que alors ça c'est une enquête qui a été menée aux États-Unis, non, au Royaume-Uni, pardon. Finalement, donc il y a une forme de biais cognitif, hein, dans les individus, dans les représentations, les individus sont plus tolérants avec les usages des véhicules. On considère ça comme normal, et voire même convenable. Et les risques qu'on peut courir à nous déplacer, à conduire un véhicule, finalement, c'est pas, ils sont très tolérés aussi, alors que c'est quand même des risques importants. Donc on va sous-évaluer les risques et les effets négatifs de l'usage de véhicules motorisés. On va même prioriser et valoriser leurs usages parce qu'il y a une sorte de biais cognitif et même une influence un peu culturelle qui a banalisé et rendu tout à fait normal l'usage des véhicules. Et donc comme je le disais, même des individus qui ne conduisent pas les réponses des individus qui ne conduisent pas sont les mêmes que celles qui conduisent. Et ça l'amène à une chose que je trouve intéressante, c'est de se dire, bah, il faut peut-être questionner et explorer.
les diverses influences s'exercent sur notre développement, qui participent à la construction de nos représentations et de nos normes sociales, et qui, au final, il existe une multitude d'influences de notre environnement social. Et donc, du coup, il y a probablement peut-être un rôle du conseiller à aussi avoir ce travail de comment vous représentez certaines dimensions de... euh, Et donc, je voulais finir sur où est-ce que j'ai perdu? J'ai perdu ma conclusion. Non, elle est là. Tac. Voilà, je vais conclure là-dessus simplement pour dire, finalement, ce que j'essayais de développer ici, c'est de se dire, dans le contexte actuel, avec les enjeux qui s'appliquent, les enjeux de soutenabilité, les risques auxquels on est exposé, il y a probablement intérêt à interroger les postulats paradigmatiques des pratiques de conseil, de voir dans quelle mesure, comme je l'évoquais, il n'y a pas à questionner des paradigmes qui sont essentiellement constructivistes et partant sur l'exploration de soi, et qui peuvent peut-être freiner l'ouverture à une délibération qui intègre d'autres préoccupations. C'est un questionnement, c'est pas forcément une affirmation. On introduit l'idée que la posture peut être guidée par un principe qui est un principe de prudence, c'est-à-dire que le professionnel porte une certaine responsabilité à être prudent dans la manière dont il aborde certains questionnements, certains enjeux, et notamment les enjeux de soutenabilité. Pourquoi? Parce que si on y va trop fort, en quelque sorte, on risque de braquer les individus en les remettant en cause fondamentalement sur leurs valeurs, leurs identités, leur mode de vie. Et ce qui peut même conduire à des réactions de climato-scepticisme, on l'a vu, plutôt par défense, parce que changer son mode de vie paraît presque insurmontable pour les individus eux-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller questionner justement les conséquences de certains modes de vie, mais qu'il faut faire preuve de prudence, à la fois nous en tant que professionnels pour ne pas condamner les individus, et à la fois, comment dire, introduire de la méthodologie qui permette de, malgré tout, mettre en place de la délibération et de la réflexivité avec les individus sur des éléments comme cela. L'exemple de la motonormativité est aussi intéressant. Pourquoi? Parce que peut-être que une des responsabilités des accompagnants, ça va être aussi comment dire, d'en apprendre plus sur les questions des influences des normes sociales et comment se forment les normes sociales et comment bon, peut-être qu'ils ont un rôle d'élucidation des influences qui forment les normes sociales aussi pour pouvoir mieux délibérer avec les individus sur des choses qui sont des normes sociales qui semblent normales alors peuvent peut-être être mises en cause à l'heure actuelle dans le contexte et les enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui. Et du coup, ça m'amène à deux autres conclusions, qui a probablement une dimension éducative et formative de l'accompagnement et du conseil. C'est que finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de dire le conseiller, il doit développer une forme de pensée critique chez les individus qui l'accompagnent pour justement avoir en quelque sorte cette fonction d'élucidation des influences qui forment les normes sociales? Est-ce qu'on peut parler alors des conseillers comme des sortes d'agents d'émancipation? Pas parler de conseillers forcément militants, mais en tout cas d'agents d'émancipation dans l'idée qu'en élucidant des influences qui forment des normes sociales, en développant de la pensée critique, finalement on va conduire aussi les individus à travailler sur leurs valeurs, leurs identités et notamment les normes sociales sur lesquelles ils s'appuient potentiellement pour prendre leurs décisions. Et puis, de manière encore plus large, j'ai envie de dire, on pourrait même s'interroger sur les finalités que j'appelle extra-professionnelles de l'accompagnement, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a que des logiques gestionnaires peuvent peser assez fortes sur les professionnels, assez fortement sur les professionnels, notamment avec un critère prépondérant autour de l'employabilité des individus. Je dis pas qu'il faut l'exclure du tout, mais simplement de se dire aussi, est-ce que tout ce qu'on vient d'évoquer là n'est pas aussi l'occasion d'ouvrir des réflexions sur des finalités extra-professionnelles qui peuvent être aussi bénévoles, associatives. C'est-à-dire que dans certains cas de figure, si on est face à des individus qui sont dans des situations qui connaissent une certaine urgence dans une éthique individuelle,
celle est un peu égocentrée. C'est-à-dire que l'enjeu pour moi en tant qu'individu, c'est d'avoir un emploi pour pas me retrouver à la rue. Dans quelle mesure, malgré tout, on ne peut pas euh, remplir cet objectif qui est un peu l'objectif d'employabilité, mais aussi en ouvrant des perspectives qui puissent être un peu extra-professionnelles pour intervenir sur différents champs liés aux enjeux de soutenabilité ou de justice sociale, comme ceux qu'on avait vus avec le schéma avec la petite étoile, en se disant il y a probablement des actions qu'on peut mener à un niveau social, pourquoi pas politique, pourquoi pas... Voilà, ça pourrait impliquer tous ces éléments. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. J'espère que j'ai pas été trop vite et j'espère que j'ai été clair. Alors je crois que j'ai vu, je vais arrêter le partage de mon support. Je crois que j'ai vu des choses dans le chat. Je te laisse regarder. Je te remercie beaucoup, Dimitri. C'était passionnant. Je vais juste arrêter l'enregistrement et